Camarade premier vice-président du CSP, de Limite Liabi, camarade Matanti, Odette Soye, membre du CSP, mais surtout patron des messagères et coordonnatrice adjointe de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Mon cher aîné, qui est toujours présent à nos tribunes, je voudrais saluer le ministre, le député Sokri Boui et l'autre Boui, le maître de l'écriture. Merci pour le travail que tu as fait en apportant ta touche au programme du gouvernement. Bon, même si on n'a pas pu l'utiliser, mais il est encore disponible. Il faut le trouver pour que vous ayez une idée de ce que le président Gbagbo proposait aux Ivoiriens. Il est encore disponible, il y a quelques exemplaires qui sont encore disponibles. Chers amis, je vois les SGA Kame Kame, la SGA Apo, le CR de Soubré, hein, c'est ça, de Nawa, c'est ça? Merci d'être là, chers camarades, merci pour tout. Chers amis de la presse, merci pour votre présence, vous et tous ceux qui nous suivez depuis par divers canaux. Merci de votre présence et surtout merci de nous accorder votre indulgence parce qu'il y a eu une longue pause de la tribune du PPACI liée au contexte politique qui prévalait, c'est-à-dire donc la question des élections. Et aujourd'hui, nous reprenons donc le cours normal de notre tribune. Et comme l'a dit le maître de cérémonie, le thème d'aujourd'hui concerne l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Alors, cette initiative est celle du président Laurent Gbagbo, qui l'a lancée, qui l'a rendue publique le 29 novembre dernier, pour montrer à quel point il est attaché aux valeurs humaines, mais surtout les valeurs africaines, qui sont en premier lieu la solidarité. La solidarité envers les personnes qui sont dans les difficultés. Il exprime cette solidarité de façon générale à l'égard de tout le monde, à plus forte raison quand il s'agit des siens, des personnes qui croient à son combat et qui sont engagées à ses côtés et qui traversent une situation difficile. Le président Laurent Gbagbo a lancé cette initiative en guise de solidarité à l'endroit de nombreux prisonniers d'opinion qui croupissent dans les prisons ivoiriennes. Cette initiative a une double portée. Elle a une portée sociale et elle a une portée politique. Donc, en quoi consiste la portée sociale? La portée sociale de l'IPO, il faut comprendre l'IPO, Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. L'article 1er de l'acte qui crée la commission qui est chargée d'animer et de porter cette initiative est clair. Je rappelle que l'initiative est portée, elle est conduite par une commission ad hoc qui est présidée par le
directeur de cabinet de son excellence le président Laurent Gbagbo, Emmanuel Aka, et dont l'adjointe est la ministre Odette Soye. Et la présence d'Emmanuel Aka, le directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo, à la tête de cette commission, dénote de l'intérêt que le président Laurent Gbagbo accorde à cette commission. Et l'article 1er dit ceci, je vais le lire. Garantit la protection des prisonniers d'opinion par un dispositif coordonné, multidisciplinaire et durable. Bon, on souhaite qu'il ne soit pas durable, quoi. Parce que durable, ça se peut que nous allons rester longtemps là-bas. Mais en tout cas, durable. Constituer un instrument d'alerte, de plaidoyer et de mobilisation permettant d'influencer les décisions politiques et institutionnelles. Servir de passerelle entre les familles, les avocats, les organisations des droits de l'homme, les médias et les institutions internationales. Assurer un accompagnement global de l'arrestation jusqu'à la libération en incluant la réinsertion sociale du prévenu ou du détenu ou du prisonnier. Voici les 4 actes. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une solidarité active et entière à l'endroit des prisonniers d'opinion. Cette solidarité prend en compte le bien-être du prisonnier ou du détenu. Bon, les juristes font la part des choses entre les prisonniers et les détenus. Les détenus, c'est celui qui n'a pas encore été jugé. On appelle en détention provisoire. Parce qu'il n'a pas encore été jugé. Et les prisonniers, c'est celui qui a été jugé et condamné. Et donc, c'est pourquoi j'utilise les deux, puisque l'initiative contient les deux. Voilà. Donc, c'est prendre en compte la vie, c'est-à-dire le bien-être à la fois physique et mental des prisonniers. Chers amis, ici, dans cette salle, il y a beaucoup de prisonniers, d'anciens prisonniers. Moi, j'ai fait la prison. Et le bien-être, c'est-à-dire ce qui manque le plus à un prisonnier, c'est la solidarité. Ce qu'un prisonnier attend le plus, c'est de ne pas se sentir oublié par les siens. Et il n'y a pas meilleur expert pour comprendre cette situation que le président Laurent Gbagbo, qui, à la circonstance, je pense qu'il fait partie des experts mondiaux pour avoir connu toutes sortes de prisons. Et donc, il sait mieux que quiconque les besoins d'un prisonnier. Et c'est ce qu'il a essayé d'exprimer en disant que il faut tenir compte des prisonniers dans son entièreté, c'est-à-dire dans son aspect physique et dans son aspect moral. Il ne s'arrête pas là. Il y a cette solidarité prend toute la vie du prisonnier, à la fois sa vie carcérale, c'est-à-dire donc à l'intérieur de la prison, mais également à l'extérieur, parce qu'il y a sa famille à prendre en compte. Vous n'avez pas idée que lorsque vous êtes en prison, qu'on vous appelle pour dire on va libérer, il faut payer les loyers. Les enfants doivent aller à l'école. Les enfants sont malades. Et ce qui est remarquable ici, en ce qui nous concerne, le combat du président Laurent Gbagbo et de son parti est épousé par les plus faibles de notre société. Les gagne-peu, les oubliés du système. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous sortez et que vous êtes un cadre du parti que les gens reconnaissent, quand vous allez dans un magasin, dans un lieu, ce sont les plus petits qui se reconnaissent en vous et qui viennent vers vous. Les vigiles, les caissiers, les gagne-peu. C'est eux qui épousent notre combat. C'est pour eux que nous nous battons. Et c'est justement pour cela qu'ils sont toujours en première ligne de notre combat
Et c'est ce qui les expose davantage au risque d'arrestation. Ce sont eux. Et quand ils sont en prison, il y en a qui perdent leur boulot. Mais pire, il y en a qui perdent leur famille. Parce qu'on est dans une société où les valeurs ont foutu le camp. Et excusez-moi, ce n'est pas parce qu'on leur en veut, c'est la société qui leur impose. Mais pour reprendre une expression ivoirienne, les femmes n'aiment plus durer dans mauvais rêves. Et très souvent, on le dit peut-être pour essayer de dédramatiser la situation, mais beaucoup de couples sont partis, ont volé en éclats à cause de la vie carcérale, de l'emprisonnement de l'une des parties, de l'un des époux. Il faut les soutenir. Donc c'est une solidarité active. Et quand le président prend cette initiative, il regarde et les militants du PPACI et les cadres du PPACI, mais il regarde tous les sympathisants et toutes les personnes de bonne volonté, parce que nous avons besoin de moyens pour venir au secours de ces personnes qui n'ont fait que exercer un droit que leur reconnaît la Constitution ivoirienne. Nous allons revenir là-dessus. C'est pourquoi la haute direction du parti a soutenu et soutient, applaudit des deux mains cette initiative du président Laurent Gbagbo. Et encourage et se met du côté et se dispose à accompagner cette initiative. Et là, je regarde Madame la coordinatrice adjointe, notre parti se mobilise autour de vous pour qu'on puisse réussir cette mission qui est importante. Et je vous dirai pourquoi. Elle est importante quand nous allons arriver à la dimension politique. Et celles qui ont le plus compris, ce sont les messagères. Cette structure ad hoc que le président Laurent Gbagbo avait créée, que les femmes qui étaient mises à sa disposition de façon spontanée pour l'accompagner dans la campagne politique, dans sa campagne présidentielle. Elles sont venues de toute la Côte d'Ivoire pour se mettre à sa disposition. Et malheureusement, ayant été exclues de façon arbitraire, les femmes n'ont pas pu, qui ont été très actives dans la collecte de parrainage, très actives, et je voudrais vraiment les saluer ici pour le travail qu'elles ont fait dans le parrainage. Elles se sont mises immédiatement, quand on les a appelées pour cette nouvelle mission, elles se sont immédiatement engagées à mener cette mission à son terme. Je voudrais ici les saluer au nom de la direction du parti. Madame la présidente des messagères, merci de leur traduire notre reconnaissance. Donc, elles vont s'organiser et la commission qui a été créée va leur donner des tâches précises. Comment prendre en charge, comment elles doivent s'insérer dans la prise en charge des prisonniers politiques. Nos prisonniers à nous. Donc, l'ILPO a une vocation première de solidarité universelle envers les détenus et les prisonniers ainsi qu'envers leurs familles. Nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser. Ça, c'était le côté, l'aspect social. La commission est organisée autour de pôles. Nous avons le pool des avocats, nous avons un pool financier, nous avons un pool médical de santé parce que les prisonniers ont besoin d'un suivi médical. Nous avons donc un pool qui est dirigé par un professeur de médecine, le professeur Toussaint, si ma mémoire est bonne. Nous avons même un pool de solidarité active qui est dirigé par l'honorable Guy Linas. Et nous avons le pool financier avec Bilo, le pool des avocats dirigé par Maître Tapi qui dit, nous sommes... Alors ici, le pool comptait aujourd'hui 11 avocats. Mais tout à l'heure, je vais vous donner les chiffres des prisonniers. Nous, d'ici, nous appelons tous les avocats de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs qui sont sensibles
à la cause des droits de l'homme et qui fait partie de leur serment de défendre les plus faibles, nous les appelons à se joindre à ce pool. Nous n'avons pas d'argent à leur payer suffisamment, mais nous les appelons pour qu'ils viennent spontanément nous aider, parce que cela fait partie de leur serment. L'avocat a vocation à protéger les plus faibles devant la loi. Donc tous les avocats qui veulent nous accompagner peuvent venir trouver mettre tapis et s'inscrire dans ce pool-là. Il y a des milliers de personnes à assister et 11 avocats, c'est pas suffisant pour, le nombre n'est pas suffisant pour tenir cela. Et il y a le pool communication dirigé par Ousmane, dont le rôle est d'alerter. Et nous avons un pool chargé des affaires extérieures qui est dirigé par le professeur Tano, qui est membre du CSP, des professeurs d'université, ancien membre du Conseil constitutionnel. Ça, c'est la portée. Oui, il y a le pool de gestion même, c'est-à-dire celui qui gère au quotidien, c'est le plus important d'ailleurs, il faut l'oublier, c'est Kouté Patrick, le SGA chargé des prisonniers politiques. Merci pour le rappel. Ça, c'est l'aspect social. Mais nous sommes un parti politique. Un parti politique ne fait rien qui n'ait pas un aspect politique. En tout cas, pour nous qui connaissons le président Laurent Gbagbo, même dans son bonjour, il y a politique dedans. Donc, cette initiative a une portée politique énorme. Et nous avons identifié 4 axes que nous avons tirés du discours du président Laurent Gbagbo du 29 novembre. Ces 4 axes qui sont des axes qui illustrent, du moins qui déclinent la portée politique sont les suivants. L'île Pau, pour rappeler qu'il existe en Côte d'Ivoire des prisonniers d'opinion. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de lutter pour le respect des libertés publiques gravement menacées en Côte d'Ivoire. Troisième axe, se battre pour le respect des lois en Côte d'Ivoire, les lois que nous nous donnons, notamment la Constitution. Et quatrième axe, se battre contre le 4e mandat. Voici les 4 axes que nous avons tirés du discours du président Laurent Gbagbo. Le premier axe, l'île Pau pour rappeler l'existence des prisonniers politiques. Alors ici, je vais faire des précisions. Vous allez voir qu'il y a des situations où nous allons employer le conditionnel. La tribune se veut aussi, il faut qu'elle garde la crédibilité absolue. Jusque-là, nous n'avons pas été pris à défaut sur la crédibilité de la tribune, et nous tenons à le dire. C'est des témoignages que nous avons reçus. Nous ne mettons pas en cause les témoignages. Mais si les faits qui témoignent, pour lesquels les témoignages sont venus, doivent être illustrés par un acte juridique qui n'existe pas, dont nous n'avons pas connaissance, alors nous sommes obligés d'utiliser le conditionnel. Cela n'enlève rien du tout à la vérité des témoignages que nous avons reçus. Ça, c'était une précision qu'il fallait que nous lui donnons. Alors, au cours de la cérémonie du 29 novembre dernier, il y a eu le SGA et les avocats ont fait le point des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Selon le SGA, selon notre parti, jusqu'en octobre 2025, et ce depuis 2011, il y avait 114 prisonniers d'opinion incarcérés, qui sont tous nos militants, ou en tout cas qui ont servi sous le président Laurent Gbagbo.
Mais ce nombre a explosé après le 11 octobre. À ce jour, nous avons une liste nominative qui est là. La liste nominative des prisonniers du PPACI. En tout cas, militants, reconnus comme militants du PPACI. Nous en avons 756. 756. C'est répertorié par fédération, par ville, par village. C'est dire que nous accordons du sérieux au travail qui est fait. Je voudrais saluer ici le LGA Kouté pour ce travail remarquable d'information. Ça, ce sont les militants, ceux que nous connaissons comme militants. Cependant, les organisations des droits de l'homme parlent de plus de 1000 arrestations et le gouvernement lui-même, en tout cas, si on s'en tient au communiqué du Conseil national de sécurité du 13 novembre dernier, parle de plus de 1680 personnes qui ont été arrêtées. Ici, je voudrais faire également une précision de taille. Nos amis qui font au restaurant, quand ils mangent et que la nourriture leur passe de travers, on leur demande de prendre du recul, de boire de l'eau avant de parler. Parce que ça les étouffe et ils perdent la raison. Quand quelqu'un, j'ai écouté une vidéo qu'on m'a envoyée, frappé du titre du docteur, dit que l'initiative du président Laurent Gbagbo est une initiative qui provoque et qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire et que tous ceux qui ont été arrêtés sont des terroristes. Je vais lui répondre tout à l'heure de façon scientifique. Je voudrais lui dire ceci. Qu'un communiqué d'un procureur n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un acte judiciaire. Ce n'est pas une décision de justice. À ce jour, quand nous allons faire le pool des avocats, vous allez voir le nombre de personnes qui ont été condamnées et pourquoi elles ont été condamnées. Aucune décision ne mentionne sur leur condamnation acte de terrorisme. Ne serait qu'à regarder le quantum des peines qui leur ont été appliquées, on se rend compte que ce ne sont pas des actes de terrorisme. Au moins ça. Les faits établis, c'est-à-dire le procureur peut dire ce qu'il veut, c'est son droit. Dans une république, le procureur, la loi lui donne beaucoup de pouvoir. Il y a des fonctionnaires de l'État à qui la loi donne beaucoup de pouvoir. Moi, là, le communiqué d'un procureur, c'est son droit le plus absolu. C'est son droit. Mais ça ne fait pas un acte, un communiqué ou même une position d'un procureur ne fait pas un acte de justice qui crée des effets de droit. Donc vous ne pouvez pas dire, comme le juge a dit qu'il y a des actes de terrorisme qui ont été posés, donc tous ceux qui ont été arrêtés, ce sont des terroristes et que ce ne sont pas des leaders d'opinion. On va revenir là-dessus. Le PPACI fait le bilan suivant de la crise préélectorale comme suit. Pour le moment, nous avons dénombré 17 personnes tuées. Celles que nous avons, pour lesquelles nous avons des trucs clairement avec des lieux précis. Nous allons les citer tout à l'heure. Le gouvernement en a parlé de 11.
Nous pensons que certainement il y a des informations qui ne sont pas encore arrivées au niveau du gouvernement. Ce n'est pas forcément sa faute. Il y a des informations peut-être qui ne sont pas encore arrivées. Et ce que nous proposons au gouvernement, c'est que notre structure aimerait bien rencontrer le gouvernement pour qu'ensemble, on harmonise nos positions, parce que quand même, des décédés à la suite d'opérations de ce genre-là nécessitent quand même qu'on s'entende au moins sur le nombre. Il y a des informations, certainement le gouvernement n'avait pas. Je donne un exemple tout simple. À Naïo, on avait dit qu'il y avait 3 morts. C'était ça. Il se trouve qu'une femme enceinte a été blessée par balle. Et je passe sous le couvert de Kamé, c'est chez vous. Transportée à l'hôpital, elle était enceinte. Tentant de la sauver, ce n'était pas possible. Donc, les médecins ont essayé au moins de sauver ce qu'elle portait en elle, son enfant. Donc, ils ont extrait l'enfant vivant. Mais la femme est décédée. Donc, le décès de la femme. Le bébé est décédé. Donc, la femme, ils ont sauvé la femme, mais c'est le bébé qui est décédé. Ce bébé-là, il est né vivant. Et selon la loi, quand un enfant né vivant est viable, il a immédiatement la personnalité juridique. Et donc, nous le comptons parmi les décédés. Donc, finalement, on passe à 4. Plus. Donc, à Naïo, finalement, on se retrouve avec 5 personnes décédées au lieu de 3. Bounois, 1 décédé. Dalois, 2 décédés. Bessidje, 1 décédé. 3. Non. Non, Saïwa, j'arrive. Bessidje, c'est Saïwa? Non, c'est à Bouville, c'est tout ainsi. Bessidje, c'est à Bouville. 1, ça c'est 1. Abié, 2. Gagnois, non, Gagoré. 1. Mais lui, son cas est tellement dramatique, il a été dépecé à la machette. Selon les témoignages des villageois, il aurait été dépecé à la machette. Il aurait été dépecé à la machette devant les gens. C'est un crime trop grave. Ayam Sokro, 2, dont 1, M. Kakou Konapol, au dire des témoins, quand nous sommes allés pour son enterrement, au dire des témoins, les personnes qui sont venues l'interpeller ont tiré sur ses parties génitales de façon très forte, et c'est ce qui aurait causé sa mort. Des vidéos circulent. Bon, ce n'est pas des pratiques acceptables. En tout cas, sur la base des témoignages, voici ce qu'on dit. Il est mort par la suite d'une violence exercée sur ses parties génitales. Or, nous les hommes, c'est notre point le plus faible. Et ce sont les populations de Kami, son village natal, qui nous ont fait ce point. Grégbe, il y a eu 1. Nyamahué, il y a eu 1. Zaïbo, il y a 1. Oh, il y a d'autres, bon, on n'a pas totalement harmonisé, mais pour le moment, ceux que nous avons comptés, ce sont ceux-là. Il y a aussi Saïwa. Je m'en dis parler de Saïwa également. Mais en plus, il y a des personnes qui ont été arrêtées et on ne sait même pas où elles se trouvent actuellement. On ne peut pas parler de disparition parce que la notion de disparition a un droit à une explication bien précise. On considère que quelqu'un a disparu lorsque il est dans on ne trouve pas, en tout cas, il est présumé mort. Et la mort, ce n'est pas dans une circonstance qui était qu'on n'a pas trouvé son corps.
Parce qu'il n'y a pas de mort en droit quand il n'y a pas de corps. Et quand on ne trouve pas la personne, on dit elle a disparu. Ici, on ne peut pas dire qu'elles sont disparues, on ne sait pas exactement où elles sont. Et dans le cavalier, il y en a 2. Et non, dans le Cocody, il y a 2 personnes qui concernent Cocody, la fédération Cocody. Le cavalier, il y en a 9. À Fresco, il y en a 2. À Lilio, il y en a 1. Le parti dénombre également 56 blessés. Et les prisonniers que nous avons, les chiffres sont les suivants. Plus de 1000 interpellations, qui ne sont pas forcément tous nos militants, mais il y a plus de 1000 interpellations. Et les différents lieux sont les suivants. PPA, bon, PPA là. Le lien nous provoque, bon c'est notre jumeau. Si vous voulez, la seule chose qu'on ne peut pas essayer dessus. PPA, c'est l'ancien Maca. Il y a plus de 900 de nos présents à la Maca aujourd'hui. Au point où ils ont dû me prendre un dispositif particulier pour les gérer. Parce qu'il n'y a pas 900 cellules quand même. 900 personnes. Boaké, prison civile, 27. Camp pénal 1, c'est Picasse. Guiglo, 5. La région du Gore, c'est Oumé, 70. Gagnoua, tout ça, 70. Toumodi, 2. Soubré, 19. San Pedro, 4. Et Boisflé, 25. Pour le moment, ceux qu'on a dénommés dans les prisons. Alors, sur ce point, le PPAC relève avec beaucoup d'inquiétude le cas des femmes qui ont été arrêtées. Il y en a eu 39. 39 femmes ont été arrêtées. 14 ont regagné leur liberté, la liberté. 7 sont encore en attente, n'ont pas encore été entendus, donc en attente du jugement. Et 18 ont été condamnés à 36 mois. Ferme. 18. Et dans les 18, il y a 2 qui sont enceintes. Il y a une, selon les informations que nous avons, qui serait dans une situation qui exigerait une échographie. Jusqu'à ce jour aujourd'hui, cette échographie lui serait refusée. Et ça, je pense que les associations des droits des femmes, elles aussi, il faut qu'elles donnent la voix. Dans toutes les prisons, il y a toujours un cadre privilégié pour les femmes, notamment les femmes enceintes. Si elle est malade et qu'elle porte un enfant et qu'elle a besoin d'une échographie, laissez-le faire son échographie. Ça n'enlève rien à la peine. Alors, en ce qui concerne la déclaration des avocats, le pool des avocats fait le point au 29 novembre 2025. Le point est le suivant. Au niveau du tribunal de première instance d'Abidjan, TPI, je vais mettre TPI. Quand je vais mettre TPI, c'est vrai que c'est le tribunal de première instance. Le TPI d'Abidjan, du 16 au 31 octobre, nos avocats ont assisté 527 prévenus. Ils ont pu obtenir la relaxe de 146. C'est-à-dire qu'ils ont été déclarés non coupables. 5 ont été condamnés avec sursis. C'est-à-dire la peine existe, seulement ils ne l'exécutent pas. Et donc, 376 ont été condamnés à 36 mois de prison ferme. Au TPI de Gagnoua, les audiences ont eu lieu du 21 octobre au 4 novembre 2025. Il y avait 53 prévenus. 39 ont été déclarés non coupables.
0 ont été condamnés. Il n'y a pas de condamnés avec sursis. Et les condamnés fermes, il y en a 14. Au TPI Doumé, il y a eu une seule audience qui a eu lieu le 5 novembre 2025. Il y avait 10 prévenus. 9 ont été déclarés non coupables et 1 a été condamné ferme. À Dabou, il y a eu une audience le 25 septembre 2025. Ça, c'est le point au 29 novembre 2025. Il y avait un prévenu. Il a été condamné à 36 mois ferme. Au total, nos avocats ont assisté 612 personnes, ont obtenu la relaxe, c'est-à-dire que déclarés non coupables, 213, 5 ont été condamnés avec sursis et 394 ont été condamnés fermes. À cela, il faut ajouter les prisonniers qui n'ont pas pu être assistés. Au tribunal de Dabou, à l'audience du 16 octobre 2025, on n'avait pas d'avocat, donc ils n'ont pas pu être assistés. Les 8 prévenus ont été condamnés fermes, 36 mois. Au 25 octobre, il y avait 5 prévenus. Un seul a été relaxé, 4 ont été condamnés fermes sans assistance judiciaire. Au TPI Doumé, audience du 30 octobre 2025, 7 prévenus, tous condamnés sans assistance judiciaire. Nous faisons ce tableau pour que ceux qui ont entendu notre appel, les avocats qui ont entendu notre appel, puissent réagir. C'est-à-dire, vous avez vu, là où les avocats ont travaillé, les résultats des relax des personnes déclarées non coupables ont été très hauts. Les autres, qui n'ont pas été assistés, voici les résultats qu'on a obtenus. Donc, d'où l'importance des avocats. Et c'est pourquoi nous rappelons encore les avocats, nous leur demandons de venir, ceux qui croient à la justice et au droit, de venir s'associer à l'équipe de la défense. Vous avez vu comment nos prisonniers sont partout sur le territoire national. Les avocats doivent se mobiliser, ils doivent aller partout sur le territoire national. Et pour 11 avocats, c'est très peu. 527 prévenus entendus, assistés, c'est un travail de herculien. Alors, selon nos avocats, ils ont tous été condamnés, les condamnés à 36 mois de prison ferme. Et ces 36 mois correspondent, c'est le maximum que le code de procédure pénale a prévu, le code pénal a prévu, c'est-à-dire pour ce type d'infractions. Et ce sont des infractions liées donc à la marche du 11. Ça veut dire, et je réponds à celui qui nous a dit qu'on est des terroristes, qu'aucun juge, jusqu'à aujourd'hui, n'a déclaré nos militants, en tout cas nos condamnés, comme étant des terroristes. Mais il y a une question qui se pose. S'il s'agit d'une infraction liée seulement au trouble à l'ordre public, le maximum que le quantum de la peine que le code prévoit, c'est ça. Trouble à l'ordre public. Ça suppose que ces personnes ont été arrêtées dans le cadre d'opérations de maintien d'ordre. Écoutez très bien ce que nous disons. Ces personnes ont été arrêtées dans le cadre d'opérations de maintien d'ordre, sont des opérations de police banales. Alors, comment peut-on expliquer qu'il y ait autant de morts? Comment une opération de maintien d'ordre, qui est une opération de police normale que tous les polices du monde le font, peut générer autant de tués, y compris au sein même des forces de l'ordre?
Alors le PPACI se dit, attend que le gouvernement, en tout cas, que la lumière soit faite sur les conditions, les circonstances de ces morts-là. Parce qu'une opération de police qui génère des morts, cesse de devenir une opération de police. Ça veut dire que la police a utilisé les moyens disproportionnés. C'est ce que la loi dit. Et ça demande une enquête. En dehors de toute spéculation politique. Oui, c'est vous qui les avez appelés à descendre. Ok, ça là, il y a la responsabilité et il y a la culpabilité. C'est deux notions différentes. S'il s'agit d'opérations, je rappelle, d'opérations de police, de maintien d'ordre, le gouvernement a l'obligation de nous faire d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées. En France, par exemple, il y a eu 3 ans, gilets bleus. Nous tous au courant, les gilets bleus. Gilet jaune, pardon. Il était jaune. Ah, il était jaune. J'aime pas trop la secte. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne suis pas supporter de la secte. Gilet jaune. Je supporte le stade d'Abidjan, nous on est bleus. Ah voilà. Donc, il était 2 ans dans la rue. Mais vous avez entendu un seul mort. Pourquoi des opérations de maintien d'ordre peuvent dégénérer dans des morts en Côte d'Ivoire? En tout cas, sur les chiffres et les raisons et la nature des infractions pour lesquelles nos personnes ont été condamnées, il n'y avait aucune raison que ces personnes soient mortes. Donc, le PPACI demande au gouvernement que l'éclairage sur les circonstances de ces morts. C'est ce qu'on doit à la République. C'est le minimum qu'on doit aux citoyens. C'est le minimum qu'on doit à un citoyen. La police, elle fait son travail. Mais la loi encadre la police. Dans un pays, lorsqu'il y a une opération de ce genre et il y a un seul mort, les pays sérieux, mais c'est un scandale. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais en même temps, cette question soulève un problème fondamental, la question des libertés publiques en Côte d'Ivoire. Parce que manifester pacifiquement, même quand la loi interdit la marche, mais qu'elle est exercée de façon pacifique, manifester pacifiquement est un droit constitutionnel. Ça fait partie des libertés. Et peut-être qu'on écrit des choses dans nos constitutions sans qu'on les prenne légèreté parce qu'on ne connaît pas l'histoire de ce que nous écrivons. Mais les libertés publiques, c'est un combat de longue date des citoyens contre les pouvoirs. D'abord la royauté et les pouvoirs dictatoriaux. C'est un combat de longue date. Les gens ne sont pas levés le matin comme ça, les gouvernants ne sont pas levés le matin pour dire bon, nous sommes gentils, on vous concède ça. C'est une bataille. Et nous, on a mis ça dans notre constitution, comme on a pris ailleurs, mais on doit respecter ça. Les libertés fondamentales. Alors, sur cette question, et c'est le deuxième axe, si les morts interviennent dans des opérations de maintien d'ordre, ça veut dire que les menaces sur nos libertés sont même des menaces mortelles. Sont des menaces mortelles. Et ça ne concerne plus seulement le PPACI. Ça concerne toute la Côte d'Ivoire, y compris les militants du RHDP.
C'est en cela où parfois, devant l'État, les citoyens font bloc en dehors de leurs considérations politiques, parce que la dérive de l'État, il faut faire très attention à ce que cela donne comme résultat. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo nous se mobilise pour la protection des libertés publiques. Et il faut savoir quelque chose. Cette lutte, elle ne va pas venir de l'extérieur. C'est notre lutte à nous. Je rappelle, et il faut que nous ne perdons pas de vue, qu'aujourd'hui, les enjeux géostratégiques sont tels que les nations sont moins regardantes sur le respect des droits de l'homme et des libertés dans les pays. La façon dont leurs amis arrivent au pouvoir ou conservent le pouvoir n'a plus d'intérêt d'important pour eux. C'est pourquoi vous avez vu, malgré tout ce qui s'est passé, mais ils ont félicité le président Ouattara. Malgré tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui accorde, c'est-à-dire celui qui apparaît comme pouvant garantir leurs intérêts là. Immédiat, c'est lui. Donc, on peut même tuer 1000. Et un jour, j'aurais fait cette anecdote, Émile Guirilou, qui disait, je pense à lui aujourd'hui parce que cette image m'avait marqué, il dit, voyez-vous, ce qui s'est passé à l'Ouest en 2011, là, si c'était moi 5 chimpanzés qu'on était allés tuer dans la forêt de Taï, là, toutes les organisations du monde allaient se lever pour protection des chimpanzés. Mais on a tué des ouais à la pelle. Mais, bon, ils disent, mais c'est pas... Bon, à la limite, ils trouvent que c'est normal qu'entre nous les Noirs, on se tue, quoi. Et c'est pourquoi vous devez comprendre la position du président Laurent Gbagbo et la position du PPACI sur 2 points. Premièrement, la bataille pour la liberté de nos libertés, là, c'est la constante du combat du président Laurent Gbagbo. Deuxièmement, en face de l'ampleur de la menace, le président Laurent Gbagbo et le PPACI ont pris une décision très difficile pour eux. C'est celle mais qui répond à la circonstance actuelle. C'est celle de ne pas aller aux élections législatives. Et je vous explique pourquoi. Le débat politique ne peut prospérer et être fécond dans une nation sans les libertés publiques. Ça ne sert à rien. Il ne peut avoir de débat politique fécond dans une république que si les libertés sont protégées. Parce que j'ai vu quelque part, on dit il y a la liberté d'expression, mais c'est la liberté après expression là qui a un problème en Côte d'Ivoire. Ah, tu finis de parler, on t'arrête. C'est ça qui est le problème. Dans ces conditions, devant des arrestations, plus de 1000 personnes arrêtées pour avoir manifesté, si je m'en tiens aujourd'hui aux conclusions, aux ceux qui ont été condamnés, pour avoir manifesté dans la rue pacifiquement. Parce que s'ils étaient armés, ce n'est pas 5 ans, 3 ans, on allait leur donner. Hein. Ce n'était plus l'ordre public. Ça aurait été une autre qualification qu'on allait donner à leur infraction. Et donc, ça veut dire que la menace sur nos libertés, c'est telle que il faut se mobiliser pour se battre pour nos libertés. Et c'est cette option que le président a prise. Il y en a qui pensent qu'on peut s'accommoder avec le mépris que les gouvernants ont des libertés publiques. Le président Laurent Gbagbo, depuis sa tendre jeunesse jusqu'à aujourd'hui, dit la liberté publique, c'est le fondement de la République. Et donc, devant une telle menace,
il a été obligé de prendre un sacrifice énorme pour que cette liberté-là, nous comprenions l'intérêt qu'il accorde et l'intérêt que nous devons accorder à nos libertés publiques. En dehors des libertés, l'île Pô a été aussi créée pour protéger, c'est un instrument de promotion du respect des lois. Chers camarades, chers amis qui nous suivez, la loi, dans une république, dans un État, c'est les liens qui permettent d'unir tout le monde, tous les corps de l'État en un bloc homogène. On ne peut pas ne pas respecter la loi. De surcroît, la loi fondamentale. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui peut permettre à un citoyen de porter une arme légale pour protéger une autre dans une communauté? Mais c'est la loi. C'est parce que la loi a décidé que les policiers et les gendarmes sont les seuls qui légitiment la violence de l'État. C'est eux qui doivent avoir les armes. C'est la loi. Sinon, s'il n'y a pas de loi, pourquoi quelqu'un va porter une arme et moi je ne vais pas porter une arme? C'est la loi. Donc, celui qui porte une arme est un privilégié de la nation. Ce privilège lui a été accordé par la loi. Plus que quiconque, il doit être regardant sur ça. Parce que c'est un privilégié. Seul un privilégié dans une république, dans un État, dans une communauté, a le droit de porter une arme. Donc, ça suppose que et la police et la gendarmerie, ils doivent exercer les choses dans le respect total de la loi. Puisque c'est ça qui leur donne des privilèges. C'est la même chose. C'est parce que c'est par la force de la loi que des citoyens ont reçu le pouvoir de juger des personnes de leurs actes et parfois, le cas échéant, de les priver de leur liberté en les envoyant en prison, des magistrats. Non, pourquoi? Si ce n'est pas la loi là, si c'est pour se frapper chaque matin, mais tu vas frapper qui peut te envoyer en prison? C'est la loi. Et lui, le magistrat, celui à qui la loi donne le droit et pouvoir de décider qui va en prison, qui ne peut pas aller en prison, de juger, qui a un pouvoir quasi divin, plus que quiconque doit vénérer la loi. Il ne peut pas s'amuser à la loi parce que c'est ultra privilégié. La loi lui donne un statut de Dieu sur terre. Tu ne peux pas lâcher ce statut sur pied pour aller te soumettre à l'autorité d'un prince. En méprisant la loi qui fait de toi un Dieu. Donc la loi, c'est la chose fondamentale. C'est la loi qui fait qu'il y a une seule personne, on dit c'est le président de la République, qui peut décider qui et où doit servir un citoyen, nommer qui il veut, quand il veut. C'est un grand privilège ça. C'est un privilège impérial. C'est la loi. Sinon pourquoi? Pourquoi quelqu'un peut s'asseoir et dire, bon, Katina, toi je nomme ici, et puis je t'enlève le matin? On va se frapper. Mais c'est la loi. Et lui, c'est l'ultra privilégié. Donc un président de la République ne peut pas s'amuser en tant qu'ultra privilégié de la nation, par la force de la loi, ne peut pas s'amuser à combattre la loi, à mépriser la loi. Or, c'est la question. Et sur cette question, la limitation des mandats à 2 ans, à 2 mandats est une constante constitutionnelle depuis 2000. Est une constante constitutionnelle depuis 2000. Donc la position du président Laurent Gbagbo sur cette question et du PPAC, ce n'est pas une position d'animosité personnelle avec le président Ouattara. C'est une question de principe. Quand un texte est écrit, il faut le respecter. Je rappelle que dans ce pays, aucune personnalité politique n'a eu autant de respect que le président Houphouët-Boigny. Mais nous l'avons combattu, le président Laurent Gbagbo et ses camarades, parce que l'article 7 de la Constitution 1960 prévoyait le multipartisme.
Et nous sommes battus contre ce monument-là pour obtenir le multipartisme. C'est pour la même raison, c'est pour la même raison que nous nous battons contre le 4e mandat. Ce n'est pas un problème de personne. Parce que l'article 55 de notre constitution dit simplement qu'il faut être, que les mandats s'arrêtent à 2. Ce n'est pas un problème de personne, ce n'est même pas un problème d'animosité. Moi, personnellement, je n'ai aucune animosité vis-à-vis du président Ouattara. Et je ne crois pas que le président Gbagbo ait une animosité quelconque envers lui. Mais c'est une question de principe. Nous avons combattu au Faux-Boigny parce que l'article 7 de notre constitution n'était pas respecté. Nous combattons actuellement pour le respect de l'article 55 de notre constitution. C'est un principe, c'est une constante et ce n'est pas un problème de personne. Parce qu'il faut respecter la loi. Sinon, il n'y a plus de république. Alors, le dernier point sur lequel c'est rapidement, pourquoi l'île Pô, contrairement à ce qu'on dit, alors, le respect de la loi aussi a un sens. Voyez-vous, pourquoi les gens ne veulent pas quitter le pouvoir? Parce que tout simplement, lorsque vous exercez une position dominante et que vous ne respectez pas la loi, vous avez peur de l'après-position post-dominante. Donc, cet appel du président Laurent Gbagbo au respect de la loi, même concerne les RHDP, les cadres, conformez-vous à la loi. Si vous vous conformez à la loi, les jours où on dit vous partez, vous n'avez aucun regret et personne ne peut vous faire quoi que ce soit. Personne. Donc, c'est un appel républicain. Ce n'est pas un problème de parti politique. Celui qui respecte la loi n'a pas peur de perdre sa position dominante. Et l'île Pô est également un instrument pour lutter contre le 4e mandat. Et on vous explique. Oh, j'ai entendu des gens dire que c'est anachronique, c'est fini, l'élection a déjà eu lieu, de quoi il parle le président. Je voudrais faire 2 précisions sur cette question. Premièrement, le président a dit qu'il s'opposait au 4e mandat. Il n'a pas dit qu'il s'opposait seulement à l'élection. Il a dit on s'oppose au 4e mandat. Le 4e mandat de Ouattara va commencer le 8, parce qu'il prête serment le 8. Le président Ouattara prête serment le 8, en tout cas, si je m'en tiens aux informations qui circulent. Donc, notre combat là, il ne s'arrête pas. Et comme nous n'avons pour seule arme que notre mobilisation pacifique, parce que nous, vraiment, on peut ne pas nous aimer, c'est normal, comme politique. Mais l'usage de l'arme pour la conquête ou la concentration du pouvoir, ça là, nous l'avons prohibé, nous l'avons interdit et c'est définitif dans nos têtes. C'est pourquoi on ne peut pas venir traiter de terrorisme. Ce n'est pas du Gbagbo, c'est pas tous ceux qui sont proches du Gbagbo, qui défendent l'idéologie politique du Gbagbo, ne sont pas dans ça. Nous sommes pour la mobilisation pacifique. Notre combat, tout ce que nous avons obtenu, c'est par la mobilisation pacifique. Mais si vous mobilisez pacifiquement et que des personnes tombent, et que vous les oubliez, forcément, votre combat risque de prendre de plomb dans l'aile, puisque les autres vont se dire, ah, finalement, quand on tombe, on nous laisse, qui va se mobiliser encore? Donc, en défendant les prisonniers politiques, le président nous réarme en même temps pour le combat contre le 4e mandat, pour ne pas que nous sachions. Premier élément. Donc, l'île Pô apparaît aujourd'hui comme une réorganisation, un réarmement pour que nous nous mobilisions contre le 4e mandat. Chers amis, voici les 4 messages, les 4 axes que nous avons saisis du discours du président Laurent Gbagbo. Nous sommes dans un combat politique. Oui, le président Laurent Gbagbo a dit une fois, si je tombe, enjambez-moi et continuez le combat. C'est plus facile pour un général de le dire. Si je tombe, enjambez, dis-moi à ces soldats, enjambez-moi et continuez le combat. C'est plus facile pour un général de le dire
que de dire si vous tombez, je vous enjambe et je continue le combat. Il y a une grande nuance entre les deux. Un général peut se sacrifier pour sa troupe, mais un vrai général ne peut pas sacrifier sa troupe pour lui. Voilà la nuance. Si je tombe, vous m'enjambez, vous continuez le combat, ça c'est l'appel d'un général au combat. Mais le général ne peut pas dire, si vous tombez, je vous enjambe, je m'en vais. C'est deux notions différentes. C'est sur cette précision que je voulais terminer mes propos, tout en vous disant merci. Croyons en nous, croyons en notre combat, croyons à la Côte d'Ivoire, croyons à nos capacités de nous parler, croyons à notre capacité de nous réunir autour de la Côte d'Ivoire. Et quand je le dis, je regarde tout droit le pouvoir pour dire qu'il n'y a rien de plus important que la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a dit ceci. Président Ouattara, président Bédié et moi, nous devons laisser à la Côte d'Ivoire un pays solide, à la jeunesse un pays solide. Il est encore vivant. Le président Ouattara est encore vivant. Dieu a rappelé à lui, le président Bédié, ce défi commun qu'ils se sont lancés. Je pense qu'ils ont encore les capacités de relever ce défi-là. Et nous croyons en eux. Je vous remercie. Ils sont journalistes, militants, opposants ou simples citoyens. Et leur seul tort est d'avoir parlé. Dans le pays des promesses de réconciliation, les prisons se remplissent de voix libres. Le pouvoir se tait, les ONG détournent le regard, et la communauté internationale s'accommode du silence. Mais une nation qui emprisonne la vérité finit toujours par emprisonner sa propre dignité. Nous avons mal à notre pays. Nous avons mal à cette Côte d'Ivoire qui fut jadis un symbole d'espérance, un modèle de liberté, une terre de débat et de pluralisme, et qui aujourd'hui se referme dans le silence des prisons et des consciences bâillonnées. Il y a des hommes et des femmes enfermés simplement parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont écrit, parce qu'ils ont osé penser autrement. Ils ne sont ni criminels ni terroristes. Ce sont des citoyens, des journalistes, des syndicalistes, des militants, parfois même de simples internautes. Leur seul tort est d'avoir exprimé une opinion que le pouvoir juge dérangeante. Et pourtant, dans un pays qui se prétend démocratique, on devrait pouvoir penser librement, contester, débattre, écrire sans craindre les murs d'une cellule. C'est ce que nous avons cru, naïvement peut-être, au lendemain de la crise de 2011, quand on nous promettait la réconciliation, la paix, la justice pour tous. Mais 10 ans plus tard, nous voyons que ces promesses n'étaient que des mots creux prononcés pour rassurer les chancelleries étrangères pendant que sur le sol ivoirien, la peur redevenait loi. Chaque fois que nous apprenons l'arrestation d'un journaliste, d'un militant ou d'un opposant, c'est une part de notre âme collective qui s'étouffe. Nous savons que derrière chaque cellule fermée se cache une histoire, une famille dévastée, des enfants qui attendent un père ou une mère qui ne reviendra peut-être pas de sitôt. Et pendant que ces vies se brisent, la majorité reste silencieuse, fatiguée ou résignée. Ce silence, c'est celui qu'un pouvoir habile a su imposer, par la peur, par l'intimidation, par la manipulation. Le président Alassane Ouattara aime se présenter comme un homme d'ouverture, un champion du progrès et de la modernité. Il parle d'inclusion, d'unité nationale, d'un état de droit. Mais quel état de droit enferme ses propres enfants pour leurs opinions ? Quelle réconciliation nationale se construit sur les barreaux des prisons ? Nous avons compris depuis longtemps que la réconciliation qu'on nous vend n'est qu'une façade. En réalité, il n'y a pas de réconciliation sans vérité, sans justice, sans égalité devant la loi. Il n'y a pas de paix durable quand la moitié du pays se tait par crainte de l'arbitraire. Nous voyons ces visages de détenus oubliés, des militants du FPI, des défenseurs de la souveraineté, des citoyens ordinaires arrêtés pour un message Facebook ou un article trop direct. Nous voyons leurs familles épuisées courir les tribunaux, sans réponse, sans jugement, sans espoir. Et nous voyons aussi le silence assourdissant des ONG dites internationales de défense des droits de l'homme. Où sont-elles, ces voix qui s'élevaient si fort hier, quand il s'agissait de condamner Laurent Gbagbo ? Où sont-elles aujourd'hui, alors que les prisons se remplissent d'innocents ? Leur mutisme est une honte. Et que dire de la communauté internationale ? Cette même communauté qui, en 2011, s'était autoproclamée gardienne de la démocratie en Côte d'Ivoire, bombe la main, aujourd'hui ferme les yeux sur les dérives d'un régime ami.
Elle ne voit rien, n'entend rien, ne dit rien. Parce que les intérêts économiques priment sur la morale, parce que la stabilité d'un allié compte plus que la souffrance d'un peuple. Ils nous parlent encore de démocratie, mais leur silence complice est une approbation tacite. C'est ce deux poids, deux mesures, qui nous révolte. Quand le pouvoir opprime au nom de l'Occident, il est responsable et modéré, mais quand un peuple réclame sa dignité, il devient radical ou populiste. Pourtant, la vérité est simple, il n'y a pas de démocratie là où l'on emprisonne des voix libres. Il n'y a pas de progrès là où la pensée critique est une menace. Ce pays ne guérira pas tant que ses prisons abriteront ceux qui ont simplement voulu exercer leur droit à la parole. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette contradiction permanente, à prétendre que tout va bien alors que tant de nos frères croupissent dans l'ombre. Mais au-delà de l'indignation, il y a une question que nous devons nous poser. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette peur? Pourquoi cette résignation? Peut-être parce que nous avons oublié la force de notre mémoire. Nous avons oublié que la liberté en Côte d'Ivoire n'a jamais été donnée, elle a toujours été conquise. Elle a été conquise par ceux qui ont osé se dresser face à l'injustice, depuis les syndicats étudiants jusqu'au mouvement politique des années 1990, depuis les manifestations pour le multipartisme jusqu'à la résistance face à l'ingérence étrangère. Nous sommes les héritiers de cette lutte, et il serait indigne de laisser la peur la faire oublier. Nous devons nous souvenir de ce que Laurent Gbagbo disait, on ne libère pas un peuple sans risque. Cette phrase résonne aujourd'hui plus que jamais. Ceux qu'on appelle prisonniers d'opinion sont peut-être en cellule, mais ce sont eux qui incarnent la vraie liberté, celle de penser par soi-même, même sous la menace. Leur enfermement révèle notre enfermement collectif. Tant qu'ils seront privés de parole, nous le serons aussi. Tant qu'ils seront enchaînés, notre démocratie restera factice. Alors oui, nous sommes indignés. Oui, nous sommes révoltés. Mais nous refusons le désespoir. Parce que l'histoire nous a appris que les prisons, aussi épaisses soient leurs murs, ne peuvent pas enfermer la vérité. La vérité finit toujours par s'échapper, par trouver un souffle, un mot, un cri, une chanson. Nous avons vu Laurent Gbagbo traîner à la haie, humilié, condamné d'avance par les médias occidentaux, et pourtant, la vérité a fini par éclater. Il est sorti debout, libre, comme un symbole vivant que la justice des puissants ne triomphera jamais totalement sur la force des peuples. Ceux qui aujourd'hui sont emprisonnés pour leurs idées doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Nous pensons à eux, nous portons leur nom, leur visage, leur lutte. Leur combat est celui de tous les Ivoiriens qui croient encore à la dignité, à la souveraineté, à la liberté d'expression. Leur silence forcé ne doit pas devenir notre silence collectif. C'est à nous de parler, d'écrire, de dénoncer, de résister pacifiquement mais fermement. Le pouvoir actuel peut emprisonner des hommes, mais il ne peut pas emprisonner une idée. Il ne peut pas emprisonner la quête de justice. Il ne peut pas effacer la mémoire des luttes. Il peut étouffer un cri, mais pas empêcher l'écho qu'il provoque dans les consciences. Et cet écho grandit, il gronde, il s'amplifie, il traverse les murs des prisons et les frontières du silence. Un jour, viendra le moment où tous ces prisonniers d'opinion seront libres. Ce jour-là, nous comprendrons que leur détention n'aura pas été vaine, car elle aura réveillé nos consciences. Et ce jour-là, la Côte d'Ivoire pourra à nouveau se regarder dans le miroir de la dignité et dire « Oui, nous avons été dans l'erreur, mais nous avons eu le courage de nous relever. » La liberté n'est pas un luxe, c'est un droit. Elle n'est pas un privilège accordé par un pouvoir, elle est le souffle même d'une nation vivante. Tant qu'un seul citoyen sera emprisonné pour ses idées, la Côte d'Ivoire restera une démocratie inachevée. Nous ne voulons plus de cette démocratie d'apparat, bâtie sur la peur et la complaisance. Nous voulons une démocratie du courage, de la vérité et du respect. Nous ne perdrons pas espoir. Parce qu'un peuple qui se souvient et qui parle ne meurt jamais. Parce qu'au fond de chaque prison, derrière chaque barreau, dans chaque cœur révolté, il y a déjà la promesse d'une aube nouvelle. Et cette aube viendra, plus tôt qu'on ne le croit, parce que les Ivoiriens ont appris à se relever toujours.